Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et comme vous l'aurez sans doute remarqué au titre de cette vidéo, nous allons aujourd'hui choisir dans notre bibliothèque le livre concernant les abductions. Et nous allons reprendre un sujet que j'avais déjà évoqué même trop rapidement dans une ancienne vidéo, en écrivant un nouveau chapitre bien plus complet en ce qui concerne l'abduction de Pascagoula. Et en effet, cette vidéo va être tellement complète que je ne vais pas pouvoir vous la faire en une seule vidéo, sinon cela serait bien trop long il me semble. Donc comme il est déjà arrivé sur cette chaîne, cette vidéo sera donc en deux parties. Dans la première partie, je vous parlerai essentiellement de ce qui s'est passé et donc du témoignage des deux personnes qui ont subi l'abduction. Et dans la deuxième partie, j'évoquerai ce que cela a engendré dans la vie de ces deux personnes, ce qu'en pensent les ufologues et ce qui s'est passé aussi commercialement parlant, ainsi que les détracteurs de cette fameuse abduction. Mais avant de commencer concrètement cette vidéo, comme d'habitude, vous avez le temps de vous installer bien confortablement, comme vous voulez, que ce soit dans votre lit, sur votre canapé, un pouf, même si c'est sur une chaise tout simplement à m'écouter et à faire autre chose en même temps. Enfin, vous vous mettez dans la position où vous êtes le plus à l'aise, vous faites ce que vous voulez, soit vous regardez la vidéo, soit vous faites autre chose en même temps et vous écoutez cela comme un podcast. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous soyez bien à l'aise. Et si c'est le cas, donc je vais pouvoir commencer à évoquer ce cas et donc commencer la vidéo bien sûr. Pour vous faire un petit résumé, pour savoir de quoi je vais vous parler exactement, je vais vous rappeler que l'enlèvement de Pascagoula, c'est un prétendu, parce que malheureusement on est obligé d'utiliser ce terme, rapt ou enlèvement extraterrestre, qui aurait lieu en 1973 concernant deux collègues de travail. Ces deux personnes sont Charles Hickson et Calvin Parker. Ils auraient été amenés à bord d'un vaisseau spatial alors qu'ils étaient en train de faire une partie de pêche, justement, près de Pascagoula, d'où le nom de l'abduction. Cette affaire va donc faire grand bruit à l'époque où c'est arrivé, et comme elle a eu droit à une enquête, que ce soit de la part d'ufologues, comme le fait que la presse en ait parlé, ou d'autres personnes qui ont contredit cette affaire, etc., cela explique la longueur de la vidéo. Elle fera aussi parler d'elle, cette affaire, surtout parce que c'est deux importants ufologues apparemment de l'époque qui vont enquêter sur cette affaire, que sont James Harder et J. Allen Hynek. Comme vous commencez à savoir à peu près comment je fonctionne, vous savez que quand je vous emmène dans un endroit, je vous fais une petite présentation pour que vous sachiez à peu près où l'on est. Eh bien, je ne change pas mes habitudes et je vous informe donc que la ville de Pascagoula, c'est le siège du comté de Jackson qui se situe dans l'état du Mississippi aux États-Unis. Le nom utilisé pour cette ville Pascagoula, ça signifie mangeur de pain. Et on l'a choisi tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait un groupe d'Amérindiens qui se trouvaient dans des villages tout le long de la rivière de Pascagoula et à une certaine distance au-dessus de la bouche de cette rivière. On a un certain Hernando de Soto qui semble avoir fait avec, on va dire, les autochtones, donc les Amérindiens, le premier contact en 1540. Mais malheureusement, historiquement parlant, il y a très peu d'écrits ou de choses qui parlent de celle-ci, donc on sait très peu de cette fameuse rencontre. Les premiers colons, donc les premiers colonisateurs qui sont arrivés à Pascagoula, se nommaient Jean-Baptiste Baudreau, donc que l'on surnommait Graveline, Joseph Simon de la Pointe, ainsi que sa tante, Madame Chaumont. On dit à l'époque que la tribu Pascagoula chantait tout en pataugeant, main dans la rivière Pascagoula. Des fois, ils allaient même jusqu'à se noyer plutôt que de devenir esclaves ou d'être tués par une tribu ennemie, celle qu'ils avaient à l'époque s'appelait les Biloxi. C'est là que la fameuse légende de la rivière chantante de Pascagoula est née. Pour faire simple, peut-être si j'ai plus d'informations, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais cette légende dit que certaines soirées, que ce soit en été ou en automne, on pourrait entendre près de la rivière Pascagoula une chanson triste qui serait celle qui était chantée
par le peuple local qui vivait près de la rivière Pascagoula, tout simplement. J'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur la ville de Pascagoula et que maintenant vous la connaissez un petit peu mieux et pas seulement que pour son histoire d'abduction, du moins je l'espère. Même si c'est le sujet de la vidéo, je vous l'accorde. Comme je vous le disais, dans un premier temps, je vais évoquer avec vous les déclarations générales ainsi que certaines citations des personnages ayant vécu cette abduction. Et ce sont des éléments qui ont été donc rapportés de l'époque, bien sûr. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que cette nuit-là, la vie de Charles Hickson et de Calvin Parker, va prendre un cours très peu banal. Tout a commencé lorsque Hickson va proposer à Parker d'aller pêcher, tout simplement après le travail, pour aller décompresser. Parker venait juste d'arriver en ville, donc il ne s'attendait pas à ce qu'un collègue lui propose d'aller pêcher, donc il n'avait pas vraiment son matériel de pêche avec lui ce jour-là. Mais c'est pas grave, Hickson lui propose donc de lui prêter le sien, juste comme ça serait une soirée détente, il n'y aurait pas trop de soucis. D'ailleurs, Parker déclare: maintenant, pour un homme qui aime pêcher dans le sud, pour vous proposer d'utiliser son équipement de pêche, c'est comme s'il vous offrait sa femme. C'est du jamais vu. Et pourtant, Hickson se propose bien de le faire. Ce soir-là, Parker, avec son ami donc Charles Hickson, vont sur la rivière Pascagoula pour pêcher. Il était tellement nouveau en ville que c'était même son premier jour de travail auprès de Hickson. Il travaillait chez T.B. Parker & Son Shipyard. C'était même Hickson qui l'avait aidé à obtenir ce fameux travail. À l'époque, Parker avait seulement 19 ans, il se mariait dans un mois, il avait des aspirations à vivre une vie assez simple, paisible. Il déclare lui-même: je voulais me marier, je voulais avoir des enfants, je voulais avoir des petits-enfants, je voulais acheter une maison, prendre ma retraite et pêcher tout simplement. Une fois arrivés sur la rivière, les deux hommes vont tranquillement s'installer et essayer de pêcher à un endroit qu'ils avaient choisi ensemble. Cependant, l'endroit était pas très génial parce qu'il y avait un peu des insectes partout et ils en ont eu un peu marre au bout d'un moment. Donc ils ont décidé de retourner plutôt sur la rivière du côté du chantier naval. Là, il y avait moins de lumière, donc ça serait peut-être un peu plus facile puisque qui dit lumière dit insectes, puisque les insectes sont attirés par la lumière. C'est en arrivant donc près du chantier naval que Parker va remarquer qu'il y a des pancartes. Ils se sont arrêtés à leur endroit de pêche. Mais Hickson va balayer les inquiétudes de son collègue quant à ce qui est de la violation de la loi. Il va lui dire tout simplement: cela ne veut rien dire, je pêche ici tout le temps. Ils vont alors tous les deux descendre jusqu'à l'ancienne jetée, lancer leur ligne et tout simplement attendre une touche. Parker se souvient. Je me souviens très bien. Je regardais un bateau de l'autre côté. C'était un vieux bateau à rame avec lequel on prenait le temps. Et il était en acier. Et je me disais: comment quelque chose en acier flotte-t-il? C'était à ça que j'avais l'esprit. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des lumières bleues brumeuses qui venaient de derrière. On pouvait voir leurs reflets sur l'eau. Je pensais que c'était les lumières de la police et je me suis alors tourné vers Hickson. Je lui ai dit: Charlie, nous avons des ennuis. Tu m'as menti. On va sans doute aller en prison. Les deux hommes se sont levés d'un même mouvement et se sont retournés pour voir si c'était bien la police ou du moins une voiture de police qui venait dans leur direction. Mais quand ils ont commencé à bien observer, ils se sont dit que ça n'avait pas vraiment la forme d'une voiture de police. Ça ressemblait plutôt à un engin ovulaire qui flottait à environ 2 pieds du sol. D'ailleurs, sur la description de l'objet, Calvin Parker va dire plus tard, lors d'une interview: pendant 46 ans, j'ai gardé le secret. Je n'en ai même pas parlé à ma femme. Il continuera en disant: une grande lumière est sortie des nuages. C'était une lumière aveuglante. C'est difficile à dire avec des lumières si brillantes, mais on aurait dit que ça avait la forme d'un ballon de football. Je dirais, comme ça, en estimant que ça faisait environ 80 pieds. Et ça faisait vraiment très peu de bruit, c'était comme une sorte de sifflement. Ensuite, il continue en parlant de ceux qui habitaient ce fameux objet. Il y avait 3 créatures volumineuses. Je ne savais toujours pas ce qu'elles étaient, comment les définir. Mais qui venait vers nous?
Quand ils sont arrivés à nous, je ne pouvais toujours pas voir, car la lumière était si brillante qu'elle nous aveuglait. Il va alors commencer à décrire 2 des créatures qui ont attrapé Hickson et une qui l'a attrapé, lui, donc Parker. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a transporté à bord de l'engin. En ce qui concerne la description des créatures, nous avons su grâce à leur description que l'un n'avait pas de cou et avait une peau grise et ridée. Un autre avait un cou, lui, et paraissait d'un aspect plus féminin. Parker en soi va décrire leurs mains comme si elles avaient la forme de mitaines ou de pinces de crabe. Lorsque l'une des créatures va mettre une de ces fameuses pinces ou griffes autour de son bras, Parker va dire qu'il était terrifié. Mais il y a aussi un autre sentiment qui est venu alors se propager dans tout son corps. Ensuite, il va déclarer que la créature s'est arrêtée à la porte et qu'elle lui avait injecté ce qu'il décrit comme un coup d'enfer. Quoi qu'il en soit, cela lui a fait passer de la terreur absolue par ce qui se passait à une sorte d'apathie paisible. Il dira lui-même d'ailleurs « Je me fichais de ce qui s'était passé alors ». Il avoue même qu'il aurait possiblement perdu connaissance après cette injection. Ensuite, Parker continue à décrire ce qu'il a vécu en disant qu'il a été emmené à bord de l'engin, dans un couloir, puis dans une pièce où une des créatures l'a placé sur une table d'examen. Elle était entièrement en verre. À ce moment-là, la créature, celle qui était grise et ridée et sans cou, l'a amené à bord du vaisseau et a quitté la pièce. Il dira alors « C'est alors que quelque chose est sorti du plafond, de la taille d'un jeu de cartes. » Lorsqu'il décrit cet objet, il dit qu'il avait une forme carrée et que celui-ci tournait autour de lui, faisant une série de bruits de cliquetis. Il continue d'expliquer « Je n'y ai jamais pensé jusqu'ici ces derniers temps, mais c'était comme ces IRM dans lesquels j'étais, sauf que le clic n'était pas si fort. Et ça rebondissait sur le plafond, de ce que je me souviens. » On sait ensuite, toujours selon les dires de Parker, qu'un être plus petit est alors entré dans la pièce. Et bizarrement, selon lui, l'entrée de cet être l'a fait se sentir plus à l'aise. Il ne pouvait pas bouger son corps, cependant il tourna la tête vers la créature. Il dit d'elle qu'elle était normale. Je le cite. « En fait, si j'avais été dans un bar en train de boire ou quelque chose comme ça, imaginons, et que j'étais célibataire, du moins à ce moment-là, j'aurais probablement invité un rendez-vous. Ça ressemblait à un humain, à l'exception de son majeur. Ces 2 majeurs étaient vraisemblablement plus longs que ceux d'une personne moyenne. » Puis Parker va décrire que, sans dire un mot, la créature va mettre sa main gauche sur sa mâchoire et lui ouvrir la bouche. Encore une fois, je le cite. C'est à ce moment-là qu'elle a pris sa main droite et a commencé à la faire glisser dans ma gorge. Elle l'avait vraiment égratignée et je saignais. Elle a ensuite retiré sa main. Parker avait l'impression qu'au final, même si elle l'avait fait saigner, elle ne voulait pas lui faire de mal. Et cette créature a soudainement émis comme une sorte de gémissement. Il décrira celui-ci comme cela. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'appel matinal d'un alligator, quand ils font vibrer tout l'air autour de vous. Eh bien, c'est comme ça que ça sonnait. C'est à ce moment-là que la créature qui l'a amené initialement à bord de l'engin, et plus tard il ajoutera que à ce jour, donc des années plus tard, il croit vraiment que cette créature était un robot. Elle est revenue et l'a ramenée sur la rive de la rivière. Et pour lui, quelque part, il dit que c'est là que l'histoire commence vraiment. Ma vie s'est transformée en enfer juste après ça. Donc, selon les dires de Parker, ces possibles extraterrestres dans l'air humanoïde avaient des pinces de homard, ou du moins ce qui ressemblait à des pinces. Mais on en a su un peu plus, puisqu'il disait aussi que, tous les deux, cette fois-ci, qu'il y avait des pattes d'éléphant, une tête en forme d'œuf, sans yeux, que leur peau était pâle, très ratatinée ou ridée, et que leur expérience au total aurait duré une vingtaine de minutes avant que Hickson et Parker soient finalement ramenés à terre. Au tout départ, Parker va dire que la première chose à laquelle il a pensé lorsqu'il est retourné sur Terre, comme il dit, avec Hickson, et Hickson était d'accord avec cela, c'était de ne raconter cette aventure à personne. Ils étaient tellement secoués et sous le choc
que les hommes sont juste simplement retournés à la voiture. Et lorsqu'ils sont arrivés vers celle-ci, ils ont trouvé la vitre de la porte du passager brisée. Même si celle-là a été brisée, elle était toujours en place dans le cadre donc de la vitre de la voiture. Ce n'est que quand ils ont essayé d'activer la manivelle pour l'ouvrir que le verre est finalement tombé. Parker va leur déclarer que la voiture, qui était relativement nouvelle pour l'époque, n'avait jamais eu de problème de démarrage auparavant. Eh bien, au moment où ils ont voulu partir, à plusieurs reprises, celle-ci n'a pas voulu démarrer. Le moteur faisait comme une sorte de drôle de bruit. Ce n'est que sur le chemin du retour que Hickson va changer d'avis. Il a réfléchi et il ne pouvait pas garder tout ce qui s'est passé pour lui. Il avait besoin de le dire à quelqu'un. Parker, lui, n'avait pas changé d'avis et il protestait contre le fait qu'Hickson voulait tout raconter. Cependant, Hickson, de son côté, va appeler la base aérienne de Kistler, à Biloxi, et il va brièvement leur expliquer ce qui leur était arrivé. Mais ceux-ci vont tout simplement lui répondre qu'ils ne s'occupaient plus des rapports d'OVNI, puisque à ce moment-là, le projet Blue Book était terminé. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit à Hickson. Ils lui ont conseillé tout simplement d'appeler les autorités locales pour raconter son histoire. Du coup, les deux hommes sont allés raconter leur expérience dans un commissariat du comté de Jackson au shérif prénommé Fred Diamond, qui au départ de tout ça bien sûr, pense que c'est tout simplement un canular. Hickson et Parker, un peu contre son gré nous allons dire, se rendent au département du shérif du comté de Jackson. On va les interroger séparément bien sûr sur l'expérience qu'ils ont vécue. Déjà pour voir si c'est possiblement la vérité et si leurs deux versions concordent. Puis on va les placer seuls dans une pièce où on va secrètement les enregistrer. Un chercheur qui a étudié les ovnis pendant plus de 40 ans, Philip Mantle, dit d'ailleurs du fameux enregistrement: sur cette bande, il parlait encore de ce qui leur était arrivé et de leur peur. Je pense que Calvin priait presque à un moment de l'enregistrement. Depuis, Philip Mantle a aussi une société du nom de Flying Disc Press et il a justement publié les 2 livres concernant l'enlèvement de Parker. On pensait alors que l'enregistrement était perdu quelque part dans les archives de ce comté de Jackson, peut-être même totalement perdu, et ce n'est quelque part que encore très récemment pour notre époque, et bien que celui-ci a été retrouvé. C'est un enregistrement qui a été réalisé la nuit même, donc le jour où ils sont venus faire leur déposition de ce qui leur est arrivé. Et on peut y entendre ce qu'ils ont dit au shérif Fred Diamond et au capitaine Glenn Ryder, clairement. Parker va déclarer, à propos du moment où il a reçu 2 copies du fameux enregistrement, c'était à peu près au moment où le coronavirus a frappé. J'avais parlé donc avec le journaliste qui lui a envoyé les enregistrements, avec lui sur internet, et il est venu se présenter chez moi. Parker va expliquer que l'homme qui lui avait fourni ces copies était un officier du département de police de Pascagoula, qui travaillait justement la nuit où l'enlèvement s'est produit, mais que celui-ci ne voulait pas être identifié. Parker va ajouter que l'officier était impliqué parce qu'il avait reçu environ 50 appels téléphoniques la nuit même où nos 2 amis de la vidéo donc ont vu ce fameux objet en forme d'ovule. Et ces personnes affirmaient avoir vu quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Parker continue. Quand je me suis assis et que j'ai écouté, j'ai compris à quel point tout cela était réel. Ça m'a un peu étouffé quelque part. Je n'avais jamais entendu, du moins pas l'enregistrement complet, juste le morceau où Charlie et moi étions enfermés dans la même pièce et qu'ils sont sortis. J'ai vraiment été surpris qu'ils aient eu tout sur cette bande. À l'époque, Parker a déclaré qu'il ne savait pas qu'à ce moment-là, il y avait un enregistreur dans la pièce. Il le dit lui-même en disant, parce qu'on lui a posé la question, « Je n'en avais aucune idée. Apparemment, Charlie non plus. Tout était caché. » Tout ce qui se trouve sur cette bande a été enregistré le 11 octobre 1973, après que Parker et Hickson ont affirmé avoir été enlevés par des extraterrestres, alors qu'ils pêchaient sur la rive de la rivière Pascagoula. La nouvelle de cet enlèvement va propulser les 2 hommes sous les projecteurs des médias, bien malheureusement pour eux, et va mettre la ville de Pascagoula, on va dire, sur la carte de beaucoup de monde. Oui, je dis bien malheureusement puisque c'était une attention que Parker ne voulait pas. Et il a même essayé de s'en éloigner le plus possible.
Depuis cette histoire, Hickson malheureusement est décédé. Et il avait tenté d'expliquer lors de l'interview de 73 ce qui s'était passé et ce qu'il avait vu, y compris son entrée dans l'engin. Et là, donc, ce sont les propos d'Hickson dans ce fameux enregistrement. Ils m'ont glissé dans cette chose. Vous savez, comme si quelqu'un vous guidait. Nous sommes tous déplacés comme si nous flottions dans les airs. Quand je suis arrivé là-bas, il m'avait... Vous savez, il m'avait... Ah, je ne saurais comment le dire. Il n'y avait pas de siège, pas de chaîne. Ils m'ont juste déplacé. Je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à leur résister. J'ai juste flotté, mais je n'ai ressenti aucune sensation, aucune douleur. Ils m'ont maintenu dans cette position un petit moment, puis finalement, ils m'ont relevé. Hickson va également tenter de décrire une machine qu'il pensait qui avait été utilisée pour faire son examen médical. Ce n'était pas comme s'il n'y avait aucun appareil à rayons X qui existait. Ça n'empêche que par rapport à ce qu'on connaissait, Hickson dit qu'il n'y a pas moyen de le décrire. Selon lui, il le décrit ainsi. Cela ressemblait à un œil, à un gros œil. Il y avait une sorte de mode d'attache, ça bougeait. Ça ressemblait vraiment à un gros œil et c'est venu se balader partout sur mon corps, de haut en bas. Et puis, ils m'ont laissé. Hickson a ensuite répondu à de nombreuses questions et il va décrire les extraterrestres comme étant d'environ 5 pieds de haut avec une seule jambe et un appendice en forme de pied sans orteils. Il a dit qu'ils avaient ce qui semblait être comme des oreilles, un nez et une bouche, mais que aucun des traits sur eux ne semblait humain. Il a aussi ajouté qu'il avait tellement peur à ce moment-là qu'il avait du mal à se souvenir de ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Ce qui explique le fait qu'il ajoute qu'il ne se souvient pas bien des détails du moment où il a quitté l'engin. Il se souvient juste en fait de la réaction de Parker. Et là je cite Hickson lui-même. La seule chose dont je me souviens, c'est ce gamin, Calvin, qui se tenait juste là. Je n'avais jamais vu ce genre de peur sur le visage d'un homme, comme j'ai pu le voir ce jour-là sur celui de Calvin. Il m'a fallu un certain temps pour pouvoir le ramener à la raison. Et la première chose que je lui ai dite a été « Fils, personne ne va le croire, gardons tout ça pour nous. » Et plus j'y pensais, plus je pensais que je devais en informer certains responsables. Donc ça, c'est partie de l'interrogatoire de Hickson. Et après son interrogatoire, Diamond et Ryder vont quitter la pièce. Donc finalement, les deux hommes interrogés vont finir par se retrouver dans la même pièce une fois l'interrogatoire terminé. Aujourd'hui, Diamond et Ryder, qui étaient les deux inspecteurs, on sait que Ryder est à la retraite et qu'il vit, du moins à l'époque où on a recherché de ses nouvelles, à Van Cleve. Au départ, il a dit qu'il ne croyait pas du tout à l'histoire de Hickson. Il va dire « Je n'étais pas vraiment impressionné par eux. Vous avez des gens qui essaient d'obtenir de la notoriété et je pensais que c'était ce qu'ils essayaient de faire. Obtenir de la notoriété en évoquant un vaisseau spatial. » Pendant ce temps-là, Parker et Hickson, qui étaient seuls dans la pièce d'interrogatoire, ne se doutent pas un seul instant que l'enregistreur caché continue de les enregistrer. Et ce n'est que lorsque Ryder va entendre l'enregistrement qu'il va changer d'avis sur le fait que tout cela ne pouvait être non pas un simple canular, mais que ces deux hommes n'avaient rien inventé. Les deux, après, ont parlé de peur, d'insomnie, du besoin de voir un médecin, entre autres. Parfois, c'était presque comme s'ils se parlaient à eux-mêmes, qu'ils essayaient de se convaincre. Et là, ce sont des extraits quand ils étaient tous les deux, donc Parker et Hickson, tout seuls, ne sachant pas qu'ils étaient enregistrés, je le rappelle. Il y aurait sur la bande Hickson qui dirait « Jésus-Christ, que Dieu ait pitié, je pensais que j'avais traversé assez d'enfer sur cette terre, et maintenant, je dois traverser quelque chose comme ça. Mais ils auraient pu, tu sais, je suppose qu'ils... Enfin, ils auraient pu nous faire du mal, fiston, dit-il donc en s'adressant à Parker. Ils nous ont eus, ils auraient pu nous faire n'importe quoi, mais ils ne m'ont pas fait de mal. Parker, quant à lui, va surtout évoquer son anxiété. Je veux juste pleurer maintenant. C'est si mauvais que personne ne nous croira. Je dois rentrer à la maison et me coucher, prendre des pilules pour les nerfs ou quelque chose comme ça. Voir un médecin ou je sais pas moi. Je ne peux pas supporter ça. Je suis sur le point de m'effondrer. Je ne peux pas dormir comme ça. Je vais devenir fou. Et les deux vont continuer de parler ainsi.
Et d'ailleurs, Ryder se souvient même encore des paroles de Parker ce soir-là. Il dit « Je les ai mis dans une pièce avec un enregistreur à commande vocale. Et cela a fini de me convaincre. Quand ce garçon parlait qu'il revenait nous chercher, vous avez simplement un gamin de 18 ans qui n'avait encore jamais rien vu. Ils avaient vraiment peur. Parker disait à Charlie « Ne parle pas aux députés, ils reviendront nous chercher. » Maintenant que j'ai entendu leur anxiété, leur peur, j'ai tout ressenti en écoutant l'enregistrement. Je peux dire qu'ils n'ont rien inventé. Je peux même le garantir. Voilà mes chers amis, ce sera tout pour la première partie. Je me suis dit une petite demi-heure, ça serait bien suffisant. Je pense que la deuxième partie sera un peu plus longue, parce que ça a été dur pour essayer de faire 2 parties qui fassent à peu près la même taille, où il aurait fallu que je coupe à un moment... en pleine explication de quelque chose que je trouvais un peu bizarre. Donc du coup j'ai dû couper un petit peu plus tôt. Donc c'est pour ça que il se peut que cette première partie soit plus courte que la seconde. Mais ne vous en faites pas, c'était juste une question de timing tout simplement. Donc j'espère que, là je vous ai mis un petit peu l'amuse-gueule on va dire, puisque je vous ai raconté les faits et ce qu'il en est du fameux enregistrement. Les témoignages quelque part de Hickson et Parker en personne sur ce qu'ils ont vu. La police qui, en ayant entendu l'enregistrement, se rend compte que ils ne jouent pas, quoi. Même quand ils sont tous les deux, ils savent même pas qu'ils sont enregistrés. Ils pourraient très bien, je sais pas, moi, si c'était juste un canular, se dire, ouais, on a bien fait, t'as vu, ils sont à fond dedans. Rien du tout. Ils sont en peur, panique, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment leur avenir va arriver. Enfin, c'est... Je comprends quelque part que la police ait été convaincue lorsqu'ils ont pu entendre cette partie de l'enregistrement où ils étaient tous les deux dans la pièce. Et donc vous saurez après ce qu'il en est, on va dire les années qui ont suivi tout ça, la vie des ufologues, etc. Ce sera dans la partie 2. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si je dis entre guillemets, c'est juste un amuse-gueule si on peut dire, mais ça reste la présentation des faits par ceux qui l'ont vécu eux-mêmes. Donc c'était quand même assez important, n'est-ce pas? Ainsi que un petit peu de témoignages du coup de ceux qui les ont interrogés. Donc on se rend compte que extraterrestres, je sais pas, mais ils ont vraiment vécu quelque chose de très bizarre. Mais voilà, la suite en partie 2. En tout cas, vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et si vous êtes pressé de pouvoir entendre la partie 2, vous pouvez me dire tout cela en commentaire. Ça fait toujours plaisir, vous le savez très bien que interagir avec vous, ça fait du bien aussi. Pas seulement les likes, savoir que vous prenez le temps de nous parler, ça réconforte aussi. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Après oui, vous pouvez toujours continuer à mettre le petit like, lui aussi il fait toujours plaisir. En fait, ça serait bien d'avoir l'automatisme d'avoir un commentaire et un like. Ça serait super gentil de votre part. Et si vous débarquez sur cette vidéo, vous pouvez voir que je parle d'OVNI, mais si vous vous intéressez un peu plus à la chaîne, vous verrez que je parle de beaucoup de choses en ce qui concerne le surnaturel dans son plus large éventail. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus sur certaines affaires ou en découvrir d'autres, je vous conseille de faire un truc qui est totalement gratuit, mais qui est génial pour nous youtubeurs, parce que ça nous permet de voir que le travail qu'il y a derrière paye et que les gens aiment ce qu'on fait, c'est-à-dire s'abonner à la chaîne. Comme je le disais, ça ne vous coûte rien du tout. Vous verrez toujours la même vidéo, vous serez pas, je vais pas vous harceler, rien du tout, parce que vous êtes abonné. Après, c'est libre à vous. Après, si vraiment ça vous plaît, vous avez aussi le choix, maintenant que vous êtes abonné, et j'espère que vous l'avez fait, d'appuyer sur ce joli petit bouton. Normalement, vous aurez une petite cloche qui a dû apparaître, et celle-ci, en fait, elle est là pour vous permettre de choisir comment vous voulez recevoir les notifications par rapport à ma chaîne. Bien sûr, personnellement, je vous conseillerais de cocher la case recevoir toutes les notifications reliées à la chaîne, puisque comme cela, dès qu'une vidéo sera publiée, vous recevrez automatiquement une notification YouTube pour vous prévenir. Donc vous n'aurez pas à faire à venir sur ma chaîne, et au moment où peut-être vous vous rappellerez même plus le nom de la chaîne, je sais pas. Là vous serez prévenu directement, vous cliquez sur le lien, vous vous installez, vous profitez de la vidéo comme vous avez envie. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple. Mais après, c'est selon vos choix.
Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de manière orale en parlant autour de vous, ou bien en utilisant tout ce qui est Internet et tout ce qui nous permet de partager des choses, style Gmail, réseaux sociaux, blog, sites de discussion tels que Reddit, enfin voilà, tout ce genre de choses qui vous permet de faire connaître cette chaîne à d'autres passionnés de paranormal ou de surnaturel comme nous. En tout cas, pour l'instant, pour cette vidéo, je vais pouvoir, pour une fois, non pas ranger le livre concernant les abductions, mais le mettre de côté en attendant, pour finir d'écrire le chapitre qui nous concerne, samedi prochain, dans la partie 2. Cela n'empêche que pour aujourd'hui, il va quand même être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci, et donc de vous dire à samedi, pour la prochaine vidéo. Bye!